Ça marche. Bon, eh bien, tout d'abord, désolé pour ce petit contretemps, mais bienvenue à tous dans cette masterclass. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci Paul et merci Teach Golf pour l'invitation. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir parce que on va parler aujourd'hui de quelque chose qui touche pas mal de personnes dans la vie quotidienne, mais aussi dans le golf. C'est le mal de dos au golf pour les golfeurs et les golfeuses. Alors, je vais dire un petit truc avant le début de tout ça. Je suis désolé s'il y a des personnes de la jante féminine. Je vais souvent dire golfeur, mais ça inclut golfeur et golfeuse. Donc pas de souci là-dessus. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je vais souvent dire golfeur, mais ça inclut golfeur et golfeuse, sauf quelques petits détails, on le verra tout à l'heure. Mais sinon, ça inclut les deux. Et je m'excuse, la langue française est ainsi faite que priorité au masculin, mais je ne suis pas voilà, contre les golfeuses, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d'aider les golfeurs et les golfeuses. Donc, pour revenir un petit peu à la présentation que Paul a fait de moi tout à l'heure, qui était une présentation très complète, donc je ne vais pas y revenir dessus. Par contre, moi, mon objectif aujourd'hui et surtout ma motivation et ma mission peut-être, c'est aussi que tous les golfeurs et les golfeuses jouent sans douleur. Alors aujourd'hui, on va parler du dos, on va essayer d'aller driver un petit peu des idées reçues par rapport à ce mal de dos et je suis certain que dans l'auditoire aujourd'hui, il y a déjà eu des personnes qui ont eu mal au dos. Mais on va essayer de driver un petit peu ces idées reçues en vous expliquant un petit peu d'où ça peut venir, les survenues de tout ça et surtout ce qu'on peut faire pour éviter, voire réparer un petit peu ça. C'est mon métier de base puisque je suis kiné du sport, je suis spécialisé dans les douleurs du golfeur. Je me suis formé avec des grands noms, avec Titleist Performance Institute aux États-Unis, puis plus près de nous à la Fédération française de golf quand il y avait des masterclass ou des présentations. Donc là, ça peut largement vous brosser un petit peu le tableau. Et puis, j'ai décidé il y a quelques années de vulgariser un petit peu tout ça, et c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc on en reparlera un petit peu à la fin de la masterclass pour vous dire un petit peu comment vous pourrez aller me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis je donne 5 à 6 conseils. Il y a un peu d'humour, il y a un peu de conseils plus moins humoristiques et plus concrètes. Mais en tout cas, on essaye de faire passer ça de manière vulgarisante sur les réseaux sociaux, sur les différentes douleurs, voilà, MVP Golf, pour pouvoir faire en sorte que vous ayez une oreille attentive et que vous puissiez trouver des solutions en cas pour vos douleurs. Voilà. Donc pour commencer, dans le chat, si vous le voulez bien, et puis c'est Paul qui me donnera les réponses parce que je les ai pas moi en direct, mais on va poser une première question pour comprendre le mal de dos chez le golfeur. C'est qui a déjà eu mal au dos pendant ou après une partie de golf? Donc je vous pose la question, vous pouvez répondre dans le chat, moi, un pouce, oui, n'importe quoi, quelque chose de très court. Mais qui a déjà eu mal au dos pendant ou après une partie de golf? Paul, si tu peux me dire s'il y a des réponses. On va laisser quelques secondes parce qu'il y Ouais. a un petit décalage. On en est à 3 avec moi. Ouais. Ça y est, on commence à avoir les réponses. Ouais. Emmanuel, Hervé. Alors, je crois que là, les réponses commencent à affluer. Je crois que tu as ta réponse. Bon On a voilà, je 6 crois là. qu'on a ciblé. On a ciblé. Ouais. Et je te remets avec la slide. Parfait. 7. Donc voilà, donc la première question, elle nous met déjà un petit peu dans le bain. Et puis la deuxième question, toujours pareil, avec un moi, avec un pouce, avec un oui. Qui pense que son mal de dos, pour ceux qui ont répondu positivement à la dernière question, vient de la pratique du golf? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Et Paul, si tu peux me dire effectivement, pareil, s'il y a des réponses positives ou pas. Qui pense que son mal de dos vient de la pratique du golf? Vous êtes tous normalement golfeurs, je crois qu'on est une soixantaine, Paul, c'est ça, ce soir? C'est ça, ouais. Donc vous êtes tous golfeurs normalement, et ceux qui ont déjà eu mal au dos, est-ce que vous pensez que ça vient de la pratique du Alors, golf? on a du oui, mais pas que qui revient. Très bien, super, On a du oui, mais pas que. Pas très bonne que. réponse. Oui, ouais, il y a pas mal de pas que. Il y en a qui ont l'air d'avoir du flair. Ouais, il y a du flair, il y a du flair.
Ou alors Super. ils ont senti le coup venir. Ouais, ouais, ils ont senti la petite, euh, la petite supercherie dans cette question. Ok. Bon, effectivement, bon, on va aller dans le vif du sujet. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le oui mais pas que est très important. Et effectivement, vous avez tout à fait raison de dire oui mais pas que. Pour commencer, il faut déjà expliquer ce que c'est que la lombalgie ou la douleur du dos. Vous avez déjà entendu ce terme vulgarisant de lombalgie, lumbago, douleur du rachis lombaire pour ceux qui ont déjà eu des ordonnances médicales. Voilà, la lombalgie, c'est une douleur qui est située dans la région basse du dos et qui touche les vertèbres lombaires. Mais là aussi, c'est la définition que nous fait l'ARS, l'HAS, pardon, la Haute Autorité de Santé. Et c'est pas tout à fait vrai, parce que là, quand on prend cette définition-là, on ne pense que ce qui est noté en rouge sur le petit dessin de gauche sur la slide, on ne pense qu'à nos vertèbres. Et en fait, le mal de dos, il a beaucoup plus de choses qui est en lien avec le mal de dos, beaucoup plus de structures qui sont déficitaires. Ça peut être les muscles, ça peut être les ligaments, ça peut être les disques, ça peut être les nerfs qui provoquent ça. Et ça, on l'expliquera un petit peu plus tard. Par contre, on a des chiffres de la Fédération française de golf, donc ça nous vient un petit peu de votre licence. Quand vous faites des licences, des fois vous avez des petits mails qui arrivent, et c'est souvent Bibi qui est derrière et qui veut savoir si les pratiquants jouent toujours correctement au golf ou est-ce qu'ils ont arrêté parce qu'ils avaient des douleurs. Alors vous avez très certainement dû recevoir ça dans votre carrière golfique. Et là, ils nous disent que c'est la lombalgie qui est la cause la plus fréquente d'arrêt temporaire ou définitif de la pratique du golf. Alors moi, quand je lis ça, j'ai envie de pleurer parce que je sais qu'il y a des solutions, mais malheureusement, on n'a pas forcément les personnes en adéquation avec cette douleur-là pour pouvoir y répondre. Et donc, ça représente entre 24 et 34% des pathologies ostéo-articulaires des golfeurs. Alors, du coup, ça fait quand même un bon tiers, un bon quart, voire un bon tiers de pathologies ostéo-articulaires. Les pathologies ostéo-articulaires qui reviennent le plus souvent ensuite sont les hanches, les coudes, les cervicales, voilà. Mais la lombalgie fait partie intégrante de ces douleurs-là pour, encore une fois, entre un quart et un tiers. Donc, c'est assez énorme. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet est quand même assez important à traiter. Mais donc, la réponse du oui, mais pas que, spoiler alerte, oui, mais pas que. La cause de la lombalgie peut être d'origine golfique, oui, mais pas que. Et c'est même aujourd'hui, on le sait par différentes études, on sait que le golf n'est pas plus générateur de douleurs lombaires qu'un autre sport. C'est-à-dire que si on prend tous les sports de rotation, tous les sports de lancer comme le basketball, le baseball, le volleyball, etc., eh ben, on n'a pas plus de sportifs qui pratiquent ces sports-là qui ont ou qui auront des douleurs au niveau du dos. Le golf n'est pas plus générateur de douleurs. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que il n'y a pas de facteur prédominant au golf et la pratique du golf n'est pas forcément nécessairement générateur de douleurs. Et ça nous intéresse beaucoup parce que du coup, on va essayer d'aller chercher quelle est véritablement la cause de tout ça. Donc les facteurs prédictifs. Les facteurs prédictifs, ce sont des facteurs qui vont nous dire physiquement, et c'est ça la cause aujourd'hui de la plupart des douleurs au niveau lombaire et au niveau des autres articulations et des autres muscles et des autres ligaments, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça va être votre physiologie à vous. En fait, ce seront ce qu'on appelle, nous, en kiné du sport, les dysfonctions qui sont liées à votre corps, qui vont être mis en exergue par la pratique du sport, et notamment là, si on parle du golf, par la pratique du golf. Euh, et c'est pour ça que la réponse de tout à l'heure, oui, mais pas que, elle est excellente, c'est cette vraie réponse-là. C'est qu'en fait, dans le quotidien, vous avez sûrement mis en place des contractures musculaires, des spasmes musculaires, un manque de mobilité sur telle ou telle articulation, une endurance musculaire, une force musculaire qui ne sera pas forcément adéquate avec l'activité. Et donc, effectivement, vous allez avoir ça qui va être révélé avec la pratique du golf. Et on verra tout à l'heure, en fin de masterclass, comment on pourra éviter un peu tout ça. Le premier facteur prédictif, ce sont les tensions au niveau des ischio-jambiers. Vous avez la petite image du milieu qui vous représente en rouge les ischio-jambiers. C'est des muscles que vous avez à l'arrière de la cuisse. Et je vous le donne en mille, si vos ischio-jambiers sont tendus, contracturés, vous avez un facteur prédominant, prédictif, à la douleur lombaire.
d'accord? Mais elle est prédictive aussi, encore une fois, je le rappelle, mais dans la vie quotidienne. Mais là, avec le golf, ça va générer un petit peu plus de contraintes au niveau de ça. En bas à gauche, et vous le verrez très souvent dans mes slides, je vous ai mis le petit test qui est lié à ça et pour savoir si vous avez, oui ou non, des douleurs, des contractures au niveau des ischio-jambiers. Et ben, le test toe touch, qui est très facile à faire, euh, c'est de se mettre debout, pieds joints, vous vous enroulez vers l'avant et vous voyez si vos doigts viennent toucher vos pointes de pied. Alors, je vous le donne en 1000 sur les 60, je ne vous demande pas de réponse, mais sur les 60, je vois déjà certains sourires, je pense, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui arrivent à le faire. Mais par contre, c'est un facteur prédictif à ça. Ça ne bilante pas uniquement les ischio-jambiers, mais c'est un bon test pour savoir déjà si vous avez une chaîne musculaire postérieure à l'arrière des jambes qui est contractée. Donc ça, c'est le premier facteur prédictif. OK? Paul, c'est bon pour toi? On m'entend toujours? C'est parfait. OK, On t'entend super, toujours, c'est parfait. super. Allez, alors je continue. Allez, nickel. Bon, Je les ischios, on continue. retient, Les faut ischios, s'étirer voilà, première. derrière la cuisse. Alors, on va voir comment on peut faire tout ça. Ouais, exactement. Alors, le deuxième facteur prédictif, vous voyez notre beau golfeur que vous connaissez tous. Le deuxième facteur prédictif, par rapport à ce qu'on pourrait croire habituellement, euh, est d'origine plutôt physiologique, d'accord? Avec l'IMC. Alors souvent on parle de l'IMC supérieur à ce qu'il devrait être. Et bien là aujourd'hui le facteur prédictif nous dit, enfin c'est la littérature qui nous dit ça, le facteur prédictif nous dit que ce sont plutôt les gens qui ont un IMC inférieur à 25,7, donc les golfeuses qui sont relativement grands, élancés, minces, qui sont plutôt susceptibles de souffrir de lombalgie. D'accord? Donc tout l'inverse de notre ami. Et ça, c'est vraiment un facteur qu'on a déterminé. Donc, plus vous êtes grand, plus vous êtes frêle, plus vous avez de tendance à avoir des douleurs au niveau lombaire. Alors, ça se retrouve également par le fait que musculairement, on soit peut-être moins endurant, moins fort, et donc du coup, le dos moins bien tenu pour la pratique du golf. Mais attention, vous verrez tout à l'heure qu'il y a des facteurs généraux qui vont nous rattraper. Et malheureusement, je vais vous donner la fin de l'histoire, mais l'IMC supérieur aussi à la moyenne est aussi un facteur prédominant, mais là pour la vie quotidienne. Comme là, on parle du facteur prédictif golf, c'est l'IMC plutôt inférieur à la moyenne qui aurait tendance à nous provoquer des douleurs lombaires. Donc ça, c'est le deuxième. Ischio-jambier pour le premier, IMC inférieur à la moyenne. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut grossir, hein, ça veut dire qu'il faut se renforcer. Le troisième, vous voyez cette petite photo, ce qu'on appelle la planche latérale. Et là, aujourd'hui, sur la planche latérale, c'est un exercice que vous pouvez faire aisément. Alors là, vous voyez quelqu'un qui est assez fort, assez gainé. Hein. Vous pouvez tout à fait vous tester sur les genoux. Vous pouvez tout à fait vous tester avec votre niveau de gainage. En tout cas, aujourd'hui, c'est McGill et ses collaborateurs en 1999 qui ont statué que si dans votre test d'endurance de planche latérale, vous avez un côté gauche, donc lorsque vous allez faire votre côté gauche par rapport à votre côté droit, si vous avez une différence avec un côté gauche qui est supérieur à 12,5 secondes par rapport à votre côté droit, eh bien vous aurez plutôt tendance à avoir des épisodes de lombalgie, des survenues d'épisodes de lombalgie. Ça veut dire quoi? Parce que c'est très compliqué à comprendre tout ça, puisque ce sont des tests scientifiques avec des articles scientifiques à la clé. Ça veut dire que plus on a de déséquilibre entre la droite et la gauche, et là, ici on parle de golfeur droitier, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais plus on a de différence entre la droite et la gauche, et là notamment un côté gauche qui serait plus fort que le côté droit, et bien plus on aura tendance à faire des épisodes de lombalgie. Donc le test est la planche latérale, donc vous pourrez vous tester ensuite. Et en moyenne, dans la littérature, il est noté que chaque femme, chaque golfeuse devrait tenir en moyenne 2 minutes sur chaque côté et 3 minutes pour les hommes. Donc j'en vois déjà aussi sourire un peu. Il y en a qui tiennent très bien ces planches latérales, il y en a d'autres, ça commence à être compliqué. Mais ça, même dans la vie quotidienne, vous devriez pouvoir avoir un bon renforcement musculaire de cette sangle abdominale, de ce dos, de ces abdominaux, carré des lombes, etc. Avec 2 minutes pour les femmes en moyenne, 3 minutes pour les hommes. Donc c'est assez costaud quand même, hein, mais ça demande ça pour prévenir les blessures au niveau du dos.
Alors du coup, ischio-jambier, l'IMC, la planche latérale, et ensuite on va parler des hanches. Ça c'est un sujet que vous abordez beaucoup, les golfeurs, que ce soit avec vos coachs de golf ou avec les autres golfeurs, pardon. La rotation des hanches, c'est hyper important. Là, l'étude, elle a été faite sur des professionnels, mais vous allez exactement retrouver les mêmes choses avec les golfeurs amateurs. C'est que la rotation interne de la hanche principale, donc la hanche principale pour un droitier, c'est la hanche gauche, la hanche principale pour un gaucher, c'est la hanche droite, donc c'est la hanche avant, on va dire, d'accord. Chez les golfeurs pros, ceux qui avaient souffert de lombalgie dans les 12 derniers mois, on s'est aperçu qu'en fait, ils avaient une amplitude de rotation interne qui était réduite. Alors, je vous montre. J'espère que vous ne serez pas... Je vais enlever mes oreillettes. Pour ma hanche gauche, ici, si je me place en droitier, d'accord, vous avez la rotation interne qui se fait du coup lors du finish. Donc là, vous pouvez vous tester. Je vais remettre les oreillettes. Vous pourrez vous tester avec un test qui s'appelle Lower Quarter Rotation. Donc, lorsque vous vous mettez comme ça, comme je viens de le faire, les deux pieds en mode stance de golf, d'accord, les deux mains sur les hanches, vous posez vos deux mains sur les hanches, et lorsque vous allez faire un finish, vous devez avoir le bassin qui tourne à plus de 60 degrés, d'accord. Donc, imaginons que ça soit la ligne de votre bassin, ça, 45, 60 degrés, d'accord. Donc là, sur l'amplitude, la 45, la 60, vous devez être un tout petit peu plus qu'un quart de tour. Là aussi, on voit très souvent des différences entre la hanche droite et la hanche gauche. Vous pouvez aussi tester votre hanche arrière pour le backswing, mais en tout cas, s'il manque de la mobilité sur votre hanche avant, vous êtes très certainement susceptible de pouvoir avoir des douleurs lombaires, des épisodes de lombalgie, ou alors si vous en avez, eh ben, je vous le donne en mille, il faudra aller bosser vos rotations de hanches. Ok? Le dernier, c'est le psoas. Ça, c'est un muscle aussi qu'on a tendance à entendre beaucoup. Il a eu mauvaise presse, ce muscle-là, mais malheureusement, il est aussi un petit peu victime de ses fautes, parce qu'en fait, c'est un muscle qui est relié, vous le voyez sur le dessin, entre les lombaires et votre hanche. Et lorsque ce muscle est contracturé, on le voit sur la deuxième partie de la slide avec la flèche bleue, il a tendance à venir tirer nos lombaires vers l'avant. Alors nous, en plus, comme on est en position plutôt fléchie au niveau des hanches, et ben, il va tout de suite attirer une lordose, donc c'est-à-dire une cambrure importante au niveau lombaire. Et lorsqu'on fait une rotation au niveau du golf, là, effectivement, il va provoquer beaucoup plus de contraintes qu'une courbure naturelle. D'accord ? Le test, si vous voulez savoir si votre psoas est tendu, vous vous allongez complètement sur le dos. Imaginons qu'on va tester le côté droit. Vous allez amener votre genou gauche complètement vers la poitrine. Si votre jambe droite qui est tendue au sol se soulève du sol, eh bien vous avez potentiellement une tension trop importante, une contracture trop importante du psoas droit. Paul, est-ce que tu veux que je montre ce test-là? Le micro, c'est mieux comme ça. Écoute, si t'as de quoi, Ouais. pourquoi pas, ouais. Ah bah Si je monte bah comme ça. voilà. Ouais. Parfait. Ouais, on te verra bien. Bon, Ça, je peux peut-être même te mettre ce que je en. disais, c'est allonger sur le dos. Là, je vais tester mon côté gauche, comme ça vous allez plus le voir. Je viens prendre ici. Ici, ma jambe ne décolle pas, donc j'ai pas un psoas qui est trop court. Si ma jambe décollait ici, mon psoas serait trop court. Est-ce que c'est bon pour vous? Très clair. On t'a entendu, on a vu. Je t'ai pas entendu, Paul. Ah oui, je dis oui, on t'a bien vu et bien entendu pour le Superbe. test. Merci. Donc voilà, c'est un test qui est très facile à faire et pour lequel vous pouvez vous tester, essayer d'étirer un petit peu, de mobiliser un peu vos psoas. Là aussi, je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire ça. Mais ça vous donne un aperçu de si oui ou non j'ai une contracture au niveau du psoas. Et ça, c'est assez important pour nous. Et surtout dans le swing de golf, si les psoas sont contracturés. Et alors moi, vous avez vu, ma hanche ne se lève pas.
Donc ça veut dire que j'ai un psoas assez souple, en tout cas une longueur de psoas assez bonne pour pouvoir avoir un dos qui soit en bonne position, une courbure normale par rapport à ça. Si jamais j'ai ma hanche qui se soulève, je peux avoir aussi les deux côtés qui sont contracturés. Et là, effectivement, ça impose encore plus de tension, en tout cas de cambrure et de courbure sur le dos. Attention, la courbure ou la cambrure du dos n'est pas forcément problématique, hein. Chaque personne a sa cambrure, sa courbure. Par contre, si on diagnostique un déficit de longueur du psoas, effectivement, là, il faut le travailler pour que ça soit pas problématique. Et ensuite, bah, du coup, on passe aux facteurs généraux. Ça, c'est les facteurs de la vie quotidienne. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans quasiment toutes les pathologies. Donc, ça nous rattrape un peu avec, euh, avec, euh, avec le quotidien. Donc, le golf, il est dans notre quotidien. Donc, bah, il y a tout ça. Donc, c'est l'âge, malheureusement, hein. Plus on avance en âge, plus on aura de potentielle malchance, j'allais dire chance, mais malchance d'avoir un épisode de lombalgie ou d'avoir des douleurs de dos. Malgré tout, ça se traite, hein, il n'y a pas de souci. Le surpoids, donc on le disait tout à l'heure avec l'IMC inférieur à 25,7, là effectivement on se retrouve avec les facteurs généraux qui nous rattrapent un peu, donc ça veut dire qu'il faut être dans une moyenne d'IMC qui est tout à fait convenable pour pouvoir vivre correctement, d'être le plus actif possible pour pouvoir avoir un poids et une masse musculaire et une masse graisseuse qui soit bonne pour la vie quotidienne et pour le sport. Les antécédents médicaux, bah ça, on va pas se le cacher. Et surtout, là, le point à laquelle il faut faire attention sur les antécédents médicaux, c'est surtout, est-ce qu'il y a eu déjà des survenues de lombalgie? On sait que la plupart du temps, ceux qui ont déjà eu des antécédents de survenue de lombalgie vont potentiellement avoir d'autres épisodes, surtout si elles ne sont pas ou si elles ont été maltraitées. Donc ça, c'est très important. Et dernier point, le déficit musculaire, dont on verra tout à l'heure un petit peu les tenants et les aboutissants, mais dès que vous avez un déficit musculaire au niveau des membres inférieurs, qui sont très importants au golf, au niveau du tronc pour la dissociation de ceinture, pour la rotation, mais aussi au niveau des membres supérieurs, là, le déficit musculaire va de toute façon vous imposer d'autres contraintes, d'autres tensions sur le corps humain, pardon, qui pourra imposer des douleurs et des structures qui vont souffrir lors de la pratique du golf. Voilà pour les facteurs prédictifs et sur les facteurs généraux. Le dernier point, là ça s'opère un petit peu plus avec votre pro-enseignant, et là du coup je fais appel à Paul aussi qui pourra vous dire un petit peu, c'est la technique de swing. Donc moi je ne suis pas un très bon golfeur, je suis 12 de handicap, donc j'ai pas la capacité de vous informer sur la technique de swing. Malgré tout, c'est ce qui revient dans les différents articles, en tout cas les différentes choses qu'on peut voir, c'est que dès que vous avez une technique de swing qui n'est pas appropriée, s'il y a une mauvaise posture devant la balle, un mouvement de swing qui est incorrect, une vitesse de swing qui n'est pas adaptée à votre physiologie, là effectivement aussi les épisodes de lombalgie et même globalement sur le tronc, la colonne vertébrale dans sa globalité peuvent survenir. Donc là je vous le donne en mille. Si vous êtes chez Teach Golf, c'est que déjà vous prenez le golf avec une bonne importance, mais il faudra se rapprocher d'un pro-enseignant pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles au niveau de la biomécanique de votre swing et gommer un petit peu les fautes techniques qu'il pourrait y avoir dans votre swing. Voilà, je ne m'étends pas trop là-dessus parce que c'est moins ma partie. Une deuxième partie qui est moins la mienne aussi, mais qui revient et qui est redondante dans les articles qu'on peut lire, c'est le matériel. Le matériel a une part importante dans les douleurs, dans les pathologies qui sont liées au golf. Très souvent, on a des golfeurs dont le matériel n'est pas adapté, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'on n'a pas fait un fitting depuis longtemps. Mais on sait qu'aujourd'hui, le matériel qui n'est pas adapté, ça va entraîner des compensations sur les articulations, sur les tendons, sur les muscles et plus particulièrement sur le dos. Le poids du club, le mauvais réglage de l'ail, de loft, le mauvais shaft. Quelqu'un qui veut jouer ad vitam aeternam avec des lames, avec shaft en acier hyper extra stiff, mais qui n'a plus les capacités physiques de pouvoir swinger avec ça. Mais
parce que les copains jouent avec des shafts en acier, ben moi je ne vais pas repasser en carbone, je ne vais pas repasser quelque chose comme ça. Ben là, clairement, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Moi, aujourd'hui, j'habite en Martinique. J'habitais au Pays Basque pendant 15 ans. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des résidences secondaires, qui avaient des sacs de golf qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans. Et clairement, fin de l'été, c'était la ruée vers les cabinets de kiné ou les médecins parce qu'ils s'étaient déclenchés des tendinites au niveau du coude, des lombalgies, etc. Parce que le matériel n'était pas adapté. Donc, lorsque c'est votre sac, il faut effectuer un fitting assez régulier. Tous les 3-4 ans, c'est préconisé de faire un fitting plus régulier. Et puis, un petit peu plus régulièrement, plus vous allez avancer dans le handicap, plus vous allez être performant et aussi par rapport à votre cadence de jeu, fréquence de jeu, plus vous allez jouer, plus il sera important d'aller faire un fitting régulièrement. Le dernier facteur spécifique pour ceux qui jouent au Pays Basque et ceux qui reconnaissent Ibn-Baritz, c'est les facteurs spécifiques dus à votre entraînement, dus au practice. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Aujourd'hui, il y a 3 facteurs prédominants à ce practice-là qui peuvent être générateurs de pathologies. C'est la surutilisation. Qu'est-ce que c'est la surutilisation? C'est de pouvoir taper un saut de balle, 2 sauts de balle avec le même club, le même swing, les mêmes distances. Ça, c'est quelque chose qui va générer de la surutilisation. Et on appelle ça en anglais, on retrouve dans les articles scientifiques le overuse. Et ce qu'on retrouve chez les professionnels qui tapent beaucoup de balles. Mais là, chez les amateurs, ce sera avec un swing, le même club, 20, 30, 40, 50 balles d'affilée. Là, c'est quelque chose qui va être micro-traumatisant pour les tissus, et notamment pour le dos. Le practice sur tapis, comme on le voit sur la photo là, bien que sur Ilbaritz, je ne sais plus celui-là, mais je crois qu'il n'est pas posé sur une dalle de béton. Lorsque c'est posé sur une dalle de béton, ça aura tendance à nous mettre un peu plus de vibration dans le club et donc à générer des micro-traumatismes aussi. Donc il faut privilégier le practice plutôt sur herbe, surtout quand on a déjà eu des antécédents de douleurs au niveau lombaire, de tendineuses, etc. Donc là, privilégier ça. Et la fréquence et la frappe de balle et la répétition des mouvements, comme on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui est préconisé dans la littérature pour prévenir les blessures, c'est moins de 3 balles par minute. Donc ça veut dire que lorsque vous posez votre balle et que vous allez la taper et que vous allez taper la deuxième, il faut au moins une vingtaine de secondes entre les 2 balles, ce qui est assez rare quand vous allez regarder un peu au practice. Je vous mets au défi de mettre votre petit chrono là sur votre téléphone et de regarder, vous prenez 6 balles et vous regardez combien de temps vous prenez pour les taper. Je vois souvent des gens qui tapent, on appelle ça les mitraillettes, qui tapent très très vite et un saut de balle est plié en 4-5 minutes. Donc normalement ça devrait pas être après cette masterclass au practice d'Igbaritz pour ceux qui y vont. Vous devez prendre le temps et le temps aide à régénérer un petit peu, à restructurer les tissus et donc à éviter ces micro-traumatismes encore une fois et les tensions musculaires qui vont avec. Parce que je vous rappelle que le golf quand même est un sport unilatéral et donc évidemment il y a des compensations qui se mettent en place et plus vous allez taper vite, fort et avec une fréquence très élevée, plus vous allez avoir de risques de contracter ces douleurs-là. Le dernier, et ça c'est, je crois, mon cheval de bataille depuis 15 ans, c'est l'échauffement. Alors quand je parle de l'échauffement, on vient de parler du practice, c'est pas l'échauffement practice avec un club, mais c'est l'échauffement physique. C'est-à-dire l'échauffement qu'on peut mettre en place physiquement, alors que ce soit, alors moi j'aime bien aussi ceux qui font un peu avant à la maison, avant de partir au practice, qui font 10-15 minutes de mobilité, d'échauffement, de déverrouillage matinal, souvent pour ceux qui font de la compétition, comme on peut le voir hein, d'ailleurs dans les compétitions professionnelles, ou alors au practice. J'en vois très rarement, pour pas dire des fois pas du tout, qui s'échauffent musculairement, qui mobilisent leurs articulations. Souvent, on voit saut de balle, on fait 2-3 mouvements avec le club et bim, on tape. Ça, c'est très souvent générateur de douleurs derrière parce que le corps n'est pas préparé en fait à aller faire le mouvement
et faire les swings comme le swing de golf peut l'imposer avec toutes ces contraintes articulaires, musculaires qu'il peut mettre en place. Donc si vous ne vous imposez pas cette petite routine, on va le voir tout à l'heure, je vous ai fait une petite vidéo pour vous répertorier un petit peu en 5 minutes ce qu'on peut faire comme échauffement. Pour les plus anciens, ça vous rappellera quelque chose que je l'ai appelé ACDC. C'est un moyen mémotechnique de le retrouver. Et ça va nous permettre, en gros, d'être le plus efficace possible déjà dans la tête, parce que en allant mobiliser son corps, on se met déjà dans un certain mindset, dans une certaine motivation. Ensuite, d'aller au practice, bah, ça va nous éviter de foirer les 10 premières balles parce qu'on n'est pas chaud. Et puis, si on fait même pas d'échauffement, même pas de practice, ça évitera de foirer les 4, 5, 6 premiers trous et d'attendre le trou numéro 7 pour commencer à correctement taper la balle. J'en vois déjà sourire derrière leur écran parce que ça leur est déjà arrivé, et j'en suis certain. Donc voilà, ça c'est mon cheval de bataille, l'échauffement. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une question au practice qui est, bah, voilà, moi très souvent je fais mon échauffement, je prends dans 10 minutes pour faire mon échauffement. Et c'est vrai que pas mal de golfeurs me regardent à côté, mais qui est-ce qui fait celui-là? Par contre, quand on va jouer sur le parcours, des fois ça m'arrive de prendre des départs avec d'autres personnes et qu'on me dit ah bah moi il me faut 5-6 trous pour me déverrouiller. Je me demande souvent mais vous avez fait l'échauffement? Ah, ouais, j'ai tapé des balles. Non, l'échauffement, ah non non, ça je fais jamais, je vous ai vu faire tout à l'heure, je fais pas moi ça. Donc voilà, ça permet d'aller donner la bonne parole après sur le parcours. Mais en tout cas, je vous invite à le faire et Paul vous passera la petite vidéo tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul, du coup, sur les facteurs hein? On a passé un peu de temps sur les causes de la lombalgie et les facteurs prédictifs. C'est ça, pas mal. Et bah, écoute, merci, déjà, c'était ultra clair. Et en tout cas, à titre perso, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Écoute, pour l'instant, pas de questions. Tout a l'air Bon, clair comme l'eau de roche. En tout cas, c'était ouais, bien. Je te préviens si il ok, y a des questions, je te les fais afficher. C'est super, parfait. Je sais avec les démos en ça roule. live, donc on peut pas se tromper. Faut pas se tromper, donc ensuite, on va passer un petit peu à l'analyse. Alors, on va pas faire une analyse complète de notre swing de golf, mais on va se poser la question pourquoi j'ai mal. Pourquoi j'ai mal, on a déjà répondu un tout petit peu à cette question-là. On a dit que la douleur qui pouvait être au golf, c'est une douleur qui était révélée par le golf et qui était souvent de l'ordre du quotidien, c'est-à-dire les tensions musculaires, peut-être des articulations qui sont moins mobiles que ça ne devrait être, un renforcement musculaire et une endurance musculaire qui sont peut-être un peu déficitaires par rapport au quotidien et donc qui se révèlent à la pratique du golf. Donc là, on va voir un petit peu pourquoi on a mal. Vous voyez sur la petite photo que je vous ai mis au milieu, là, le travail du rachis lombaire lors du swing de golf. Donc, c'est ça qu'on va pas décortiquer, mais vous comprenez bien que pendant le swing de golf, mes hanches, mon bassin, alors ce que vous voyez là, c'est le bassin, les deux coupelles sont le bassin, et puis ensuite, au-dessus, vous avez le rachis lombaire, et là, c'est en rouge, les contraintes qui peuvent s'imposer sur le rachis les plus importantes, jusqu'à en vert, les contraintes sur le rachis le moins important. Donc, vous voyez qu'en plus, les contraintes se font de plus en plus basses, puisqu'on prend le plus en plus de pression, plus on est bas, plus on prend de pression. Et là, dans ce swing de golf, en fait, la biomécanique, elle impose des contraintes au rachis lombaire. Et c'est en ça, aujourd'hui, qu'il faut pouvoir être prêt à encaisser cette contrainte au niveau du rachis lombaire. Et je l'ai dit il y a 2 minutes, mais cette contrainte au niveau du rachis lombaire, on n'aura pas le choix pour pouvoir l'encaisser que d'être mobile au niveau articulaire, que d'être souple au niveau musculaire, ligamentaire, et que d'être fort et endurant à ce même niveau au niveau musculaire. Donc ça, c'est très important de comprendre ça, parce que pour protéger son dos, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est d'être prêt à ce que le dos emmagasine cette contrainte. Parce que cette contrainte-là, on la retrouve tout simplement. Je prenais encore l'exemple hier avec un patient. Cette contrainte-là, vous descendez une caisse de course ou un sac de course de la voiture en allant de droite jusqu'à gauche pour le poser sur une étagère ou n'importe quoi, bah, c'est le même mouvement que ce qu'on voit là pour le swing de golf. Donc il n'y a pas de différence là-dessus. La seule chose, c'est que voilà, il y a une notion de répétition avec le swing de golf pour laquelle il faut être conscient, qu'il faut être préparé pour ça. Donc comment on prévient ces blessures? Et c'est là qu'on va arriver dans la partie prévention. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir
être sûr que cette contrainte que j'ai au niveau de mon rachis, au niveau du dos, ne soit pas quelque chose qui m'enquiquine la vie, qui m'empêche de golfer. Et comment je peux prévenir ça si je n'ai pas mal au dos? On verra pour ceux qui ont mal au dos qu'après il y aura la solution aussi quand j'ai mal au dos. Mais là, avant d'avoir mal au dos, je vais vous proposer quelques petits trucs. Alors on a déjà parlé de l'échauffement. Vous reconnaissez notre ami Miguel Jiménez, qui lui a un échauffement très spécifique, mais au moins, lui, il fait un échauffement, même si c'est cigare à la bouche. Malheureusement, c'est pas très beau pour la jeune génération, mais maintenant, il est passé dans le côté échauffement. Tout le monde connaît son échauffement, d'accord? Mais au moins, il a cette capacité à faire cet échauffement avant de pouvoir taper des balles. D'ailleurs, aujourd'hui, les joueurs pros, hein, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, si vous regardez un peu les vidéos, vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont 1 heure à 1 h 30 de mobilisation, d'échauffement, réveil musculaire avant leur partie. Ça fait partie intégralement de leur quotidien. Et même avant leur parcours, maintenant, ils poussent même de la charge. Hein. C'est pas rare de voir des golfeurs pros se mettre sous la barre de squat et puis de pousser de la charge. On n'en est pas là, nous, c'est pas notre profession, donc on va essayer de rester calme. Mais par contre, on a un protocole, comme je vous disais tout à l'heure, enfin j'ai un protocole, comme je disais tout à l'heure, qui est entre 5 à 10 minutes, parce que ça va être différent en fonction du temps que vous avez à consacrer à ça. Mais entre 5 et 10 minutes d'échauffement, vous avez quelque chose qui peut être efficace et qui peut être très bon pour la prévention de vos douleurs. Et c'est un protocole que j'ai appelé ACDC. Donc A pour articulaire, c'est-à-dire qu'on va passer en revue l'ensemble des articulations du corps qui sont mises à rude épreuve, ou en tout cas ce que j'ai besoin de solliciter pour le golf, c'est-à-dire à peu près l'ensemble des articulations du corps. La coordination, donc là c'est pour réveiller un peu nos sens, pour être en pleine capacité de ses moyens lorsque je vais aller taper mes premières balles au practice ou mes premières balles au départ. Ensuite, la dissociation, donc ça j'en parlerai un petit peu plus en détail après. La dissociation, c'est la capacité de pouvoir tourner sa ligne d'épaule par rapport à la ligne de bassin, mais aussi la capacité de pouvoir basculer son bassin d'avant en arrière. Ça, c'est la dissociation. Et puis ensuite le cardio, donc ça va être pour faire monter un petit peu le palpitant, pouvoir chauffer un petit peu votre corps et pouvoir faire en sorte que vos muscles, vos articulations, vos ligaments soient bien huilés, on va dire, pour être un peu plus vulgarisant, bien huilé pour pouvoir amener votre corps à être préparé au practice ou au départ, parce que des fois on n'a pas le temps d'aller au practice, on a pris la voiture un peu tard, il nous est arrivé un petit délire, il vaut mieux s'échauffer, pour moi en tout cas, je pense, il vaut mieux s'échauffer 5 à 10 minutes physiquement avant le départ, plutôt que d'aller essayer de taper une dizaine de balles au practice avant le départ. Je vois plus de bénéfices à aller s'échauffer 5 à 10 minutes avant le départ et ensuite de taper tranquillement un drive ou un coup de bois ou un coup de fer safe pour le premier fairway que d'aller se taper 5, 10, 15 balles vite fait parce qu'en plus on n'a que 5 minutes. Je trouve pas ça très productif. Voilà, on en discutera avec Paul tout à l'heure pour savoir s'il est d'accord avec moi. Paul, tu peux lancer la vidéo de l'échauffement. Donc voilà, l'échauffement articulaire. Donc rapidement, on va passer par l'ensemble des articulations. Donc on commence par les cervicales. Vous avez vu un peu de rotation, un peu de flexion, extension. Je vous ai mis à peu près 5 répétitions par mouvement. Et vous allez pouvoir adapter 5, 10, 15, 20. L'inclinaison ensuite. Puis là, on va passer aux épaules. Donc des petites rotations, mains sur les épaules. On va faire des petites rotations en avant, puis en arrière. Donc là, c'est pareil, à adapter à votre temps. Les coudes. Donc là, on va passer sur des mouvements rapides au niveau des coudes, hein, d'accord? Quelques répétitions, mais là, pareil, vous pouvez faire un petit peu plus de temps. Ensuite, les poignets, très important d'aller échauffer ces poignets, d'accord? Là, vous prenez vos mains, vous serrez plus ou moins les mains. Ensuite, le bassin, des petites inclinaisons du tronc en même temps, ça va commencer à mobiliser le bassin et le tronc. Ensuite, des petites rotations, j'appelle ça le hula hoop, ça va nous rappeler des bons souvenirs avec le cerceau. D'accord? Donc là, c'est pareil, vous commencez avec des petites rotations, puis vous allez explorer ensuite l'ensemble des rotations. Et puis on descend avec les hanches. Donc là, des rotations de hanches, ça va vous commencer à vous mettre un petit peu d'équilibre aussi, parce que vous avez vu que là, je suis sur un pied. Donc là, on va commencer à travailler aussi un petit peu l'équilibre. Donc là, double fonction, la fonction mobilisation articulaire des hanches, puis la fonction d'équilibration sur l'autre membre. Donc ça, c'est très intéressant à aller travailler. Alors là, c'est pareil, plus ou moins grande amplitude. Pour ceux qui ont la capacité d'aller faire des grandes amplitudes, il n'y a pas de souci. Des plus petites amplitudes, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que j'ai fait les deux côtés dans les deux sens.
Ensuite, des petites flexions-extensions. Les genoux sont mis à rude épreuve aussi dans le swing de golf. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller travailler sur les ligaments. Petite flexion-extension. Puis ça, c'est la spéciale Jiménez avec ses genoux-là. On le voit tourner toujours ses genoux. Et puis on finit par les chevilles. Donc vous avez vu, je suis parti des cervicales, puis je suis descendu petit à petit comme ça. Ensuite, la coordination. Là, on a déjà commencé à le faire tout à l'heure sur un pied. Mais là, pour pouvoir se préparer au swing de golf, il va falloir qu'on coordonne les mouvements. Ça, j'appelle ça l'avion. Vous mettez sur une jambe. Soit si vous y arrivez sur une jambe avec le pied décollé derrière, tu peux faire pause ou pas, Paul? Ok, cool. Soit vous y arrivez avec le pied décollé derrière, soit vous y arrivez pas, et à ce moment-là, vous mettez juste la pointe de pied derrière, comme ça vous donne quand même un peu plus d'équilibre. Mais en tout cas, vous allez essayer de travailler du coup la rotation des épaules et vous gardez le visage fixe sur un point. Voilà. Vous allez regarder un point au sol. Donc là, qu'est-ce que ça va travailler? Ça va travailler, regardez, les cervicales. Donc vous avez déjà échauffé un petit peu les cervicales. Là, vos cervicales sont fixes. Ça ressemble grandement à notre swing de golf. Vous allez travailler la rotation des épaules. Ça ressemble grandement à notre swing de golf. Et puis ensuite, vous allez travailler votre équilibre, donc sur un pied ou sur la pointe de pied derrière. Et puis vous allez pouvoir dissocier du coup le bassin avec les épaules. Donc ça, la dissociation, alors il n'y a pas que celui-là, hein, vous avez plusieurs autres exercices de dissociation, mais celui-là est très simple à faire. Vous le faites sur les deux pieds, enfin un pied puis l'autre après en tout cas, et vous allez voir que vous allez avoir un bénéfice aussi de la concentration, dans la proprioception. Ce qu'on appelle la proprioception, c'est la capacité à retrouver vos membres, vos segments de membres dans l'espace. Et ça, c'est très important en golf parce que quand on monte un club de golf, quand on le redescend à la balle, quand on fait le finish, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de golfeurs qui savent pas trop où sont leurs têtes de club, leurs faces de club, etc. Donc ça fait travailler un peu tout ça. Donc la dissociation pour le D. Vas-y Paul, tu peux continuer après. Donc la dissociation là, c'est, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de garder un bassin le plus fixe possible et tourner les épaules. Et ensuite l'inverse, donc là, garder les épaules le plus fixe possible et tourner le bassin. Donc ça, c'est très intéressant. Puis ensuite, la bascule de bassin, donc basculer le bassin vers l'avant et basculer le bassin vers l'arrière. Vous avez vu, j'essaye de garder les épaules le plus fixes possible. Donc ces trois exercices-là sont super intéressants. Et puis ensuite, on va finir par le cardio. Donc le cardio, là, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai une corde à sauter dans le sac. Je fais souvent quelques petits pas de corde à sauter. Là, je fais des fentes arrière. On peut faire des montées de genoux. On peut faire des pointes de pied. Là, c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de courir sur 5-10 mètres, vous pouvez faire des petits sprints sur 5-10 mètres. Là, voilà, je fais des fentes avec des rotations. Rappelez-vous quand même qu'on est dans un sport, donc il n'y a pas de contrainte. En tout cas, vous serez regardé par d'autres golfeurs quand vous allez faire des petits sprints derrière le practice pour pouvoir vous échauffer. Mais je vous assure, pour avoir été sur des grandes compétitions, pour même avoir été sur des championnats de France avec des jeunes, les gamins, ils s'y filent. Hein. C'est des sprints, c'est des squats, des fois il y a même des pompes, etc. pour chauffer leur corps. Et je crois qu'il faut qu'on amène un petit peu tout ça dans notre sport pour pouvoir faire en sorte que ça soit dans l'image de tout le monde aussi un sport et que vous soyez prêts à faire du sport. C'est vraiment ça le concept. Je sais pas, Paul, si tu es d'accord avec moi. Totalement d'accord. C'est vrai que moi, ça fait pas si longtemps que je m'échauffe en quelques minutes. Ouais, ça doit durer bien, allez, 3 minutes avec un Mm, élastique bleu, là, le petit élastique fin. exactement, Là, exactement. on avait fait une petite vidéo avec la Fédé et depuis, en fait, vraiment, j'ai cette routine, je l'ai dans le sac, Tout à hop, fait. je fais et ça ressemble un peu aux exercices que tu as fait, mais je me rends compte qu'il n'y a pas il n'y a pas assez d'essais dans ce que je fais. Donc, il faut que je D'accord. le complète. Tu vois, la Ouais. partie cardio, elle y est pas. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est assez intéressant de voir, mais c'est vrai que j'imagine. Pour l'instant, je t'avoue que j'ai du mal à m'imaginer à faire des sprints au practice. Mais bon, c'est toi qui as raison. Il Ouais. faut, si on veut, le golf, c'est un sport, faut assumer, hein. Ah, c'est clair. Ah ouais, ouais, si on veut que ce soit un sport, il faut assumer. Aujourd'hui, bah, on le voit aux Nations, si vous êtes déjà allé aux Nations, mais ils ont carrément une salle de muscu qui est juste à côté du practice et les jeunes le matin, quand ils sont en pôle, font leur réveil musculaire sur l'eau, sur tapis de course, etc. Ils font tout ça. Hein. Ah ouais, La ouais. préparation au haut niveau demande ça et nous, en mode amateur, il faut qu'on prenne. Évidemment, on va pas aller faire du haut niveau, donc on n'aura pas autant d'intensité, autant de répétitions, etc. Mais il faut qu'on en prenne les petites routines pour que, bah, justement, dans le cadre d'aujourd'hui et de la masterclass, pour qu'on ait un corps qui soit préparé et justement qu'on ait un corps qui soit préparé à jouer jusqu'à. Parce que l'avantage du golf, c'est qu'on peut. J'ai vu des golfeurs de 90 ans, donc il faut qu'on y aille, jusqu'à là-bas à tous jouer sans douleur et pouvoir jouer toute notre vie. C'est ça le concept. Hein.
C'est ça le concept. En tout cas, C'est sûr. rappelez-vous de ces 4 lettres. A, C, D, C. Donc A pour articulaire, vous passez en revue toutes les articulations. C pour la coordination. D pour la dissociation. Et le dernier C pour le cardio. Donc faire monter un peu le palpitant et être prêt à aller taper des balles bien chaud. Et ça, alors moi je suis en Martinique aujourd'hui, il fait 27 degrés, donc c'est vrai qu'on a besoin d'un peu moins chauffer le corps est déjà plus chaud. Et vous venez de sortir d'une période d'un peu plus frais. Et là, ça prend tout son sens lorsqu'il fait 5-10 degrés sur le golf. Comme disait Paul tout à l'heure, quand on joue pas en polo, il faut mettre l'accent sur l'échauffement. Hein. Et là, c'est là que ça tire le plus hein, dans les structures articulaires et musculaires. C'est clair. Et puis donc, tu l'as déjà dit, mais je rappelle à la fin, je mettrai dans le chat le lien de la vidéo YouTube pour que tout Yes, le monde puisse, exactement. tous ceux qui sont là puissent la voir. Allez, je te repasse Exactement. avec le prochain slide. Ouais, super. Donc ensuite, on va passer effectivement au petit conseil. Donc là, vous avez eu le premier avec l'échauffement. Et puis ensuite, j'ai fait cette slide-là parce que souvent, on a cette question, est-ce que je dois m'étirer ou pas? Alors, il y a deux façons de s'étirer, l'étirement statique et l'étirement dynamique. L'étirement statique, je vais vous montrer avec mon poignet, ça va être plus facile. L'étirement statique, si je veux étirer mes muscles fléchisseurs du poignet ici, l'étirement statique, je tire dessus et je maintiens la position. Ça, c'est un étirement statique. L'étirement dynamique, c'est que je vais aller chercher l'étirement ici en allant chercher au plus loin possible, puis je vais revenir. Je vais chercher, je tire, et je reviens. Vous voyez que je passe beaucoup moins de temps en tension et surtout, je n'ai pas de composante d'étirement dessus. C'est plus de la mobilisation active qu'on appelle l'étirement dynamique. Donc ces deux types d'étirements-là sont très importants à prendre en compte et à faire surtout, mais par contre, ils ne sont pas à faire au même moment. Euh, Aujourd'hui, s'étirer après une partie de golf, c'est contre-productif. Donc pas d'étirement statique, en tout cas, derrière la partie de golf. Ce qu'on peut faire tout de suite après une partie de golf, c'est de faire un peu de mobilité, d'aller marcher un petit peu sans le caddie de golf, etc. D'aller faire un petit peu de vélo, d'aller mobiliser un petit peu comme on a fait à l'échauffement sur la partie articulaire, pour finalement déverrouiller un petit peu le corps et essayer de gagner un petit peu dans l'amplitude articulaire qu'on pourrait accéder grâce au fait que le corps soit bien chaud. Et en plus, ça va nous diminuer euh, la sensation de courbature qu'on peut avoir le lendemain. Alors qu'avant, on disait que il faut tirer sur les muscles pour pas avoir de courbature. Là, on sait aujourd'hui que c'est faux, parce que si on a des micro-traumatismes au niveau du muscle lorsqu'on a fait une pratique sportive, je ne parle pas que du golf, mais en général une pratique sportive, s'il y a des micro-traumatismes dans les muscles, le fait d'étirer va augmenter ces micro-traumatismes. Et ce qu'on pourrait prendre pour des courbatures sont en fait des augmentations de micro-déchirures musculaires dans vos muscles. Donc ça, c'est pas forcément bon. 2 heures après le golf, on peut faire de l'étirement dynamique, de la mobilité. Donc là, ça reprend la première partie de l'échauffement, de la mobilité. On mobilise, on se met au sol, on travaille un petit peu la mobilisation, debout, on étire, on relâche, etc. Ça, c'est intéressant d'aller travailler là-dessus, là encore, pour gagner en souplesse musculaire. Là, on va travailler sur la souplesse musculaire, on va pouvoir détendre le muscle, mais pas encore de statique. Par contre, 24 heures après la partie, donc le lendemain, et vous verrez du coup, si vous regardez un petit peu les compétitions professionnelles, les golfeurs ne font pas du tout d'étirements statiques comme on peut le voir sur les photos que j'ai mis là. Ça, ce sont des étirements statiques si on prend en compte que la jeune fille fait un étirement qui est maintenu. Ça, ce sera plutôt 24 heures après. Et ça aura une composante d'augmentation de la souplesse musculaire, mais aussi on va aller chercher à travailler la souplesse articulaire. On va gagner, on va provoquer du gain articulaire. Donc ça sera intéressant parce que du coup, si on veut faire un travail de gain articulaire, de mobilité articulaire, 24 heures après, ça sera bon de tenir les étirements. Combien de temps on les tient? La littérature nous dit entre 40 secondes et 2 minutes. Après 2 minutes, on n'a plus d'efficacité. Déjà 2 minutes dans certains étirements, c'est compliqué. Mais avant 40 secondes, on n'aura pas d'efficacité non plus. Donc entre 40 secondes et 2 minutes, selon les articulations, selon votre possibilité de maintenir tout ça. Parce qu'il va y avoir des muscles qui sont un peu plus compliqués à aller étirer et surtout, c'est pas très agréable.
Et il y a un conseil qu'il faut respecter dans l'étirement, il faut que vous ayez une sensation d'étirement, mais pas de douleur. Parce que s'il y a une sensation de douleur, le muscle va avoir un réflexe de contraction qui va être contre-productif avec votre étirement. Donc lorsque vous allez, je reprends l'exemple de mon avant-bras, lorsque vous allez étirer, vous allez sentir un étirement ici. Si moi je vais plus loin, là je commence à sentir une douleur, là c'est pas très effectif parce que vous allez être contre-productif et le spasme musculaire va être inefficace du coup par rapport au swing que vous voulez de gagner en souplesse musculaire. On est bon pour ça. Ensuite, le deuxième, maintenant c'est le troisième d'ailleurs, le troisième conseil que j'ai à vous donner du coup pour éviter la survenue de blessures, c'est de le renforcer. Alors, j'ai mis renforcer son dos puisque c'est le thème d'aujourd'hui, mais c'est renforcer musculairement l'intégralité de son corps. Et là, le renforcement musculaire, il doit passer par trois choses. Le gainage, donc il faut qu'on ait ce qu'on appelle une poutre composite, donc un tronc qui soit bien gainé. Ça c'est très important parce que si vous avez un tronc qui n'est pas bien gainé, en fait tout ce que vous allez mettre autour, vous allez pouvoir avoir des biceps comme ça, des cuisses comme ça. Si votre tronc n'est pas bien gainé et qu'il ne se tient pas bien, bah c'est un peu l'échafaudage qui se tient pas très bien. Vous pouvez avoir des bases très solides, un haut d'échafaudage très solide. Si au milieu ça se tient pas, bah, votre échafaudage il va pas se tenir. Bah, c'est la même chose avec notre organisation squelettique. Notre squelette avec la colonne vertébrale, vous avez vu, c'est très fin, hein, c'est très petit. Si c'est pas bien maintenu par des muscles qui sont bien gainés, on ne pourra pas avoir d'efficacité sur nos jambes. Donc la restitution de la puissance qu'on va mettre dans le sol pour notre swing. Et ensuite, on n'aura pas de restitution du coup dans les membres supérieurs pour pouvoir envoyer de la vitesse de tête de club, de la vitesse de swing dans nos bras. D'accord? Donc ça, c'est très important d'aller amener du gainage statique ou du gainage dynamique. Donc ce gainage statique, vous le connaissez, hein, sur les coudes ou la planche latérale qu'on a vu tout à l'heure, on maintient pendant une chose, mais aussi du gainage dynamique, c'est-à-dire bah, lorsque je suis en gainage, et bah, je vais aller soulever un bras, je vais me mettre en position de pompe et je vais aller toucher les épaules, etc. Ça, c'est du gainage dynamique. Ensuite, on a le renforcement classique. Bah, vous voyez Rory McIlroy qui est en train de soulever quand même une bonne charge là. Bah, ça, c'est le renforcement. Genre, je vous demande pas de soulever cette charge-là, hein, d'ailleurs. On y va progressivement, évolutivement, avec les poids qui sont les vôtres, en tout cas la capacité que vous avez à soulever. Mais par contre, il faut y additionner soit des élastiques, comme disait Paul tout à l'heure, ça c'est très intéressant. En plus, l'élastique c'est dans le sac de golf, donc quand vous avez un peu de temps au practice, vous pouvez accrocher ça à un poteau et vous faire des petites sessions d'élastique ou à la maison. Mais en tout cas, il faut renforcer en dynamique. Et donc là, le nombre de répétitions du mouvement sera adapté en fonction de ce que vous voulez faire, et le nombre de séries aussi. Donc 2 séries, 3 séries, 4 séries, 5 séries, etc. en fonction du temps que vous avez. Donc gainage statique ou dynamique, le renforcement de l'ensemble du corps, des jambes, des bras, etc. Pour le dos, c'est à noter que le renforcement des membres inférieurs, quadriceps et ischio-jambiers, dont on a parlé tout à l'heure aussi, sont très importants pour prévenir les blessures au niveau du dos. Et ensuite, il va falloir faire des exercices fonctionnels, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure pour les contraintes qu'on a eues au niveau lombaire, il faut adapter son corps à faire ce mouvement-là. D'accord? Je suis sûr qu'il doit y en avoir certains, parce que je crois qu'on est une petite soixantaine dans l'assemblée, qui s'est déjà peut-être bloqué le dos en ramassant une connerie au sol, un stylo ou un truc comme ça, ou faisant un petit mouvement, une connerie. Bah, peut-être qu'à ce moment-là, vos articulations n'étaient pas prêtes à faire ce mouvement-là, ou alors c'est un mouvement que vous ne faites pas assez souvent. Donc en fait, il faut entraîner son corps à faire tous les mouvements que vous pouvez avoir déjà dans le quotidien et puis ensuite au niveau du golf. Donc là, il faut entraîner votre corps à faire des swings, il faut entraîner votre corps à faire des swings en gaucher, il faut entraîner votre corps à faire des swings à genoux, il faut entraîner votre corps à faire des swings un petit peu plus penchés en avant, un petit peu plus en extension, avec des swings horizontaux, etc. Pour pouvoir faire en sorte que votre corps soit adapté à n'importe quel mouvement et qu'il soit prêt à prendre en compte le mouvement que vous voulez lui faire à l'instant T. Donc là, c'est très important d'aller faire ces mouvements-là avec un peu de résistance, pareil avec des élastiques, etc. Et ça va nous renforcer toute la sangle abdominale. Donc quand je parle de la sangle abdominale, c'est les abdominaux, donc le grand droit, les obliques qu'on a sur le côté, plus derrière les spinaux, mais aussi un muscle qu'on appelle le transverse, qui est la ceinture de notre corps, là, qui est un muscle qui est plus profond. Et là, c'est aussi par la respiration qu'on va aller les travailler. Voilà. Ensuite, un des derniers conseils, et ben là,
ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure pour la prévention du dos. Ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est le geste technique. Le geste technique, il est contraignant. Vous avez déjà vu des golfeurs avec des gestes techniques de fou, etc. Pourquoi ils ont pas mal au dos? Parce que eux aussi sont beaucoup plus mobiles que nous, beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants au niveau musculaire. Et donc, ils ont adapté leur corps à la physiologie du swing qu'ils avaient. Donc là, c'est encore une fois le coach, l'enseignant qui doit vous mettre dans les meilleures conditions pour avoir un swing. Alors, je crois que c'est un petit peu passé d'époque de dire que tout le monde doit avoir le même swing. Donc il faut aller vers des coachs enseignants. J'espère que tu fais pas ça, Paul, parce que du coup je te fais pas de la bonne pub. Mais je pense que tes élèves n'ont pas tous le même swing. C'est pas académie avec le même swing. On s'aligne tous un à un. Mais là il faut avoir un swing adapté à sa physiologie. Madame Michu, 74 ans, elle n'aura pas forcément le même swing que Monsieur Pierre qui a 40 ans et voilà. Même s'ils ont le même niveau. Il faudra adapter tout ça. Donc ça, le geste technique doit être adapté. Il faut arriver à avoir le moins de contraintes possible, parce que là, sinon, s'il y a augmentation de contraintes, encore une fois, il y a possibilité de se faire mal au dos. Justement, dans le conseil technique de swing, là, c'est ma partie, en tout cas, c'est une partie avec laquelle j'échange beaucoup, moi, avec les coachs enseignants, c'est la posture. Alors, vous voyez que sur la posture de gauche, sur la photo, il y a une posture très cambrée, presque pas très à l'aise, d'accord. Sur la posture de droite, très enroulée, c'est celle qu'on retrouve 80% des cas, d'accord. Là, on est tombé sur la balle, mais par le haut du dos, alors qu'on devrait fléchir un petit peu plus au niveau des hanches, d'accord. Donc là, si on a une posture qui est ce qu'on appelle naturelle, une position neutre, d'accord, donc c'est-à-dire qu'on se penche sur la balle par l'intermédiaire des hanches, là, on aura moins de chances d'avoir une augmentation de contrainte au niveau du dos, d'accord. La dissociation dont on a parlé tout à l'heure, il faut qu'on soit capable d'avoir une bonne dissociation entre le bassin et les épaules, donc ça c'est encore à travailler, on l'a dit tout à l'heure, physiquement, mais là du coup techniquement aussi. Et puis la vitesse de swing, la vitesse de club, ça arrive souvent chez les débutants, mais on en voit encore même avec des joueurs qui passent un peu de niveau. On a souvent des joueurs qui essayent d'augmenter très rapidement leur vitesse de tête de club. Je crois que là aussi, il faut s'adapter à son physique pour pouvoir éviter de la survitesse au niveau du swing et donc du coup de créer des douleurs qui ne devraient pas être présentes. Le choix du matériel, ça aussi pour la prévention, on en a parlé tout à l'heure, et là, on va être un peu plus pointu, parce que tout à l'heure on a parlé du matériel, c'est-à-dire du club de golf. Donc là, sur le club de golf, les clubs et les grips doivent être adaptés pour éviter ces douleurs-là, parce que sinon, si c'est mal adapté, effectivement, on aura des compensations qui seront nuisibles pour votre dos. La longueur et le poids du club, pardon, excusez-moi, la longueur et le poids du club, ça aussi à faire un fitting, et les grippes aussi. C'est très important d'aller faire fitter ces grippes parce qu'on n'a pas tous la même main, on n'a pas tous la même possibilité de grippe, d'accord. Donc quelqu'un qui aura une main plutôt grande et qui aura des petites grippes pourra créer des compensations parce qu'il va serrer beaucoup plus fort le club, ça va pouvoir générer des tendinopathies au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau des cervicales, etc. Et à l'inverse, quelqu'un qui aura un gros grip avec des petites mains, lui aussi aura tendance à avoir des problématiques de maintien, donc qui vont générer des douleurs. Lorsqu'on a mal au dos, pour prévenir les douleurs, on peut utiliser un chariot de golf. Alors moi j'aime bien les chariots 3 roues à pousser plutôt qu'à tirer, puisque à tirer on est sur une déstabilisation un petit peu du dos, mais voilà, si on en a. Moi j'aime bien jouer avec les sacs à dos, les sacs de golf en sac à dos, si tant est que vous ayez les deux lanières à poser sur les dos, parce que sinon effectivement vous vous retrouvez un peu comme ça. Et ayant eu la chance de pouvoir avoir dans mon cabinet plusieurs caddies de golf qui souvent portaient les sacs qui sont très lourds au niveau professionnel, et souvent sur une épaule, je peux vous dire que leur dos est pas forcément en très bon état. Et la dernière chose, c'est la chaussure. Là aussi, la chaussure a une part importante. C'est pas tout à fait le thème d'aujourd'hui, mais je vous demande de faire attention à votre chaussure, puisque encore une fois, on est un sport, donc si vous êtes coureur ou si vous êtes cycliste, vous allez adapter vos chaussures. En tout cas, vous allez acheter des chaussures régulièrement
pour pouvoir performer dans votre sport, bah là, je crois qu'au golf, il faut se faire la même chose tous les ans, quasiment. Il faudrait pouvoir changer en fonction de comment vous jouez. Si vous jouez 2 fois par an, pas forcément, mais si vous jouez régulièrement, 1 fois ou 2 par semaine, tous les ans, il faudrait quasiment changer de chaussures de golf pour pouvoir avoir quelque chose qui se tient bien et qui est en bonne condition. Je vois mon papa qui a gardé ses chaussures de golf 7 ou 8 ans, je crois. C'était pas une bonne idée, surtout avec un fils qui naît. Il a entendu parler du pays. Donc, si on fait la conclusion un petit peu, enfin pas la conclusion, mais si on fait la synthèse, pardon, de tout ça, voilà les petites choses à retenir. Avant le golf, je me présente 5 à 10 minutes avant d'aller au practice ou avant mon départ pour faire mon petit échauffement à CDC. Si je veux prévenir au niveau des douleurs de dos, je mobilise plus particulièrement mon dos et mes hanches. Ces deux articulations-là vont pouvoir être très importantes à aller mobiliser pour pouvoir prévenir ces blessures-là. Pendant le jeu, j'essaye d'adopter une posture neutre et quelque chose d'assez naturel, d'assez fluide, que j'aurais bossé un peu avec mon coach enseignant pour éviter les compensations en fin de swing. D'accord, ça c'est très important parce que vous allez vous retrouver déstabilisé. Et donc en amont de ça, on pourra aller faire un peu de renforcement musculaire pour éviter ces compensations-là aussi. D'accord. Utiliser un chariot s'il y a besoin. Ah oui, j'ai pas dit tout à l'heure, je ne préconise pas forcément, sauf pour les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont des difficultés à faire 18 trous, je préconise pas forcément la voiturette. La voiturette est contre-productive, on se refroidit d'une part, et ensuite les secousses en position assise sont pas forcément productifs par rapport aux douleurs de dos. Donc voiturette, moi, je dirais, s'il n'y avait que moi, je ne mettrais les voiturettes que pour les personnes en situation de handicap sur le golf, parce que le golf est un sport et qu'on doit faire du sport, et c'est pas en voiturette qu'on fait du sport. Enfin bref, ça c'était le petit coup de gueule de la journée. Et après le golf, du coup, on a parlé des étirements et du renforcement. Donc après le golf, pas d'étirement en statique, plutôt de la mobilité, plutôt quelque chose de dynamique pour aller mobiliser de nouveau ses articulations et ses muscles. Et un petit peu plus tard, dans la journée ou le lendemain, aller faire des étirements plutôt statiques pour aller gagner dans la souplesse articulaire, dans la souplesse musculaire. Et ensuite, 2 à 3 fois par semaine, si on le peut, faire du renforcement musculaire pour être efficace dans notre swing de golf. Est-ce que c'est bon pour toi, Paul? Il n'y a pas de questions? C'est toujours clair ou alors tout le monde s'est endormi? Je t'entends pas, Paul. Pardon, j'avais coupé mon Bon. micro. Je dis, il y a Seb qui nous dit que c'est une révélation cette masterclass. C'est vrai? Ah bah, c'est très gentil. Merci. Merci. Donc voilà, mais sinon, pas plus de questions. Ok. Alors, on passe à la suite alors. Donc la suite, effectivement, c'est là on a parlé de comment prévenir les blessures et comment prévenir les lombalgies, mais la question est si aujourd'hui j'ai mal, aujourd'hui le 8 avril, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je fais? Alors là, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est que le meilleur traitement, c'est le mouvement. On a trop passé d'années, trop passé de temps, et encore une fois, ça fait 15 ans que je suis kiné. J'ai été enseigné dans ce sens-là aussi, qu'il fallait absolument être au repos, allongé quand on avait mal. C'est pas vrai. Alors ça ne veut pas dire non plus que vous allez devoir déménager un piano pour être mieux si vous avez mal au dos, mais en tout cas, plus vous allez bouger, plus vous allez vous mobiliser dans la mesure du possible, dans la mesure de la douleur, marcher un peu, nager un petit peu si vous pouvez, vous mobiliser, etc., plus vous aurez de facilité à vous sortir de cette condition-là. D'accord? Et donc la prise en charge de la douleur doit rester actif immédiatement à l'apparition des douleurs. Lorsque vous avez l'apparition des douleurs, il faut vous dire, alors déjà, je consulte un médecin ou un kiné spécialisé pour réduire les douleurs au plus vite, mais surtout rester actif. D'accord? Je ne parle pas, parce que ce n'est pas c'est pas mon métier, c'est pas de mon ressort, de l'aspect médicamenteux, mais l'aspect médicamenteux peut vous aider, je parle Doliprane, anti-inflammatoire, à passer un peu le cap de ces fortes douleurs invalidantes. Là encore une fois, sous conseil médical, je reviens sur la question après. Et du coup, sous conseil médical, mais il ne faut pas, c'est pareil, tomber dans la posologie trop longue et trop importante
au niveau médicamenteux, le meilleur médicament, c'est le mouvement, donc il faut aller bouger. Là encore, si vous avez mal, il n'est pas question non plus d'aller poser un tee, une balle et d'aller driver. Quand je dis rester actif, c'est d'aller marcher, d'aller accompagner peut-être les copains. Si on avait une partie de golf, bah, tant pis, on les accompagne sur le parcours, on va marcher un peu dans la mesure du possible. Mais en tout cas, vous devez rester actif. De Dieu, je pense que c'était un nom de famille. Je reviens tout de suite après sur les exercices à faire, parce qu'il y a vraiment une, une slide qui est dédiée à ça. Donc, j'essaye de répondre à ta question, comme ça tu me diras si j'ai répondu. Donc je parlais du coup de consulter rapidement un kiné spécialisé. Pourquoi? Parce que le kiné, ça va pouvoir vous soulager les douleurs le plus rapidement possible. Si on a un kiné spécialisé, ça va nous aider aussi à être le plus efficace quant à sa compréhension du swing de golf. Et donc on va essayer d'aller amener une stratégie au niveau de cette douleur-là. Et surtout, une fois que la douleur sera passée, lui va pouvoir aussi vous amener une stratégie de prévention sur le long terme. C'est-à-dire on va éviter les récidives. On va essayer de répondre à cette question. Ok. Super. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut malgré tout jouer au golf sans avoir mal malgré plusieurs hernies discales? Et oui, tout à fait. Alors, la réponse est oui. Et pourquoi c'est oui? En fait, une hernie discale, c'est le disque qui a perdu un petit peu de sa consistance. C'est beaucoup d'eau, un disque. C'est comme un coussin qui est entre deux vertèbres. Et au milieu de ce disque, il y a un noyau qui va potentiellement pouvoir sortir. Alors, il y a plusieurs stades d'hernie discale, mais soit le noyau pousse un peu vers l'arrière, ne sort pas, et là, ça peut faire des incidences au niveau des nerfs. On connaît très bien le nerf sciatique, par exemple, qui peut être pincé là-dedans. Soit il sort à moitié, on appelle ça une protrusion discale, le noyau n'est pas encore sorti, soit il sort complètement. Bah, pour ceux qui connaissent les anciens, les chambres à air, avant on avait des hernies qui sortaient des pneus de vélo, là, bah, ça fait ça fait une hernie. Donc là, bah, tout dépend en fait du tableau clinique. Si c'est un tableau clinique avec une hernie qui est invalidante, handicapante, bah, effectivement, ça va être compliqué d'aller jouer avec cette hernie discale-là. Donc, il faudra faire une prise en charge avant, soit kinésithérapie pour diminuer, moduler les douleurs et surtout renforcer le dos pour pas que ce disque soit quelque chose de perturbant dans le swing de golf. On l'a vu tout à l'heure avec les contraintes. Donc là, le disque, lui, il est censé assumer et subir les contraintes. Donc s'il a déjà été abîmé, bah, évidemment qu'il va avoir beaucoup plus de contraintes, donc il va falloir préparer le corps à ça. Et la deuxième chose, c'est soit j'ai une hernie discale, je le sais, j'ai eu les imageries, j'ai eu une IRM, j'ai eu un scanner, etc., et je le sais, mais ça me fait pas mal, mais je me pose la question si jamais je peux jouer au golf ou non. Je crois que c'est cette deuxième partie là qui intéresse notre auditeur là. Et ben là, encore une fois, si ton dos est préparé, c'est-à-dire que si tu mets les choses en place en termes de mobilité, en termes de renforcement musculaire autour, il n'y a aucune raison pour que le golf soit quelque chose qui soit mis de côté avec ça. On a trop eu aussi de médecins qui nous disaient attention, hernie discale, vous arrêtez le sport. C'est une, excusez-moi de l'expression, c'est une connerie sans nom. C'est-à-dire que c'est avec l'activité, c'est avec le sport que vous allez réussir à vous sortir de ce tableau clinique-là. Parce que c'est pas parce qu'on a une hernie discale, il y a des gens qui ont des hernies discales maintenant, j'en vois de plus en plus jeunes, à 30 ans, on va pas leur dire stop, on arrête l'activité à 30 piges. D'accord? Donc il faut absolument préparer son corps, donc ça passe encore une fois par la mobilité, le renforcement, etc., la souplesse musculaire, mais avec un bon programme d'accompagnement là-dessus, on joue au golf. Moi j'ai des patients et des clients qui jouent au golf avec des hernies cervicales, des hernies lombaires, des prothèses de hanche, des prothèses de genoux, sans souci. Mais ils sont préparés à ça. Parce que musculairement, on a mis ce qu'il fallait en place, articulairement, on a mis ce qu'il fallait pour que ce soit en place. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, je pense que tu peux continuer. Peut-être Ouais, Agnès nous répondra ça marche. pour voir les exercices Exactement. qui vont nous Donc soulager. ensuite, voilà. Donc ensuite, pour l'objectif de la prise en charge de kiné, c'est ce que vous devez aller chercher lorsque vous avez mal au dos, lorsque vous allez consulter un kiné, parce que là aussi, c'est souvent une question qu'on a à faire. Moi, mon kiné, il me pose une lampe de chaud ou il me pose des électrodes sur mon dos. Bullshit. Vous n'allez pas pouvoir avancer avec ce genre de kiné. Malheureusement, je sais qu'il y en a dans notre profession.
Mais aujourd'hui, pour diminuer les douleurs, pour faire une prise en charge, il faut, dans les premières séances, diminuer la douleur et l'inflammation. Donc ça demande un peu de thérapie manuelle, un peu de mobilisation de votre kiné par rapport à vous, avec peut-être un peu de massage, mais qui n'est pas une fin en soi. C'est pas 30 séances de massage. Oh putain, Je- là c'est dur. je- Hein. ouais. Non, mais Là, là, vu que c'est dans ce que tu es en train de dire, je l'affiche ouais, pour dire que ouais, t'as je raison, peux y t'as répondre et te raison. donner. C'est comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Donc, ouais, je réponds à cette question. Donc, on peut aller chercher ça dans les premières choses. Ensuite, corriger les déséquilibres musculaires. Il va falloir faire un bilan adapté par rapport à ça pour pouvoir trouver qui est le fautif là-dedans, qui a été le fautif et qui a provoqué la douleur. Donc, on va faire un bilan des déséquilibres musculaires et ensuite, on va mettre des petites choses en place pour renforcer le tronc, les hanches, les membres inférieurs, comme on le disait tout à l'heure. Ensuite, il va falloir rééduquer dans le mouvement de la posture de golf, parce que là aussi, encore une fois, je le répète, mais ça fait du bien de répéter, comme ça vous met bien tout ça en tête. Il faut préparer votre corps au swing de golf, donc il va falloir réadapter, repositionner votre corps dans un swing de golf pour éviter d'avoir mal. Et ensuite, il faut améliorer la proprioception et la stabilité lombaire, c'est-à-dire qu'on vous donnera votre kiné vous donnera des exercices pour pouvoir stabiliser le tronc dont on a parlé tout à l'heure, la poutre composite là, pour pouvoir faire en sorte que tout ce tronc là soit bien gainé. Pour répondre à la question, malheureusement, un bon kiné, je pense que c'est comme un bon resto, c'est par le bouche à oreille. Aujourd'hui, on n'a pas de TripAdvisor de la kinésithérapie, et ce serait un peu compliqué d'ailleurs d'en avoir un, mais je pense que par le bouche à oreille, on peut essayer d'avoir quelque chose qui soit adéquat. Et il y a des choses qu'on ne fait que rarement en tant que patient, c'est de changer de praticien. C'est-à-dire que votre praticien doit vous convenir et doit convenir à ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire que si votre praticien, à la première séance, met une lampe de chaud avec 2 électrodes dans le dos pour vous soulager les douleurs, vous êtes sûr que à la prochaine séance, ce sera à peu près la même séance, et ça pendant 10, peut-être 15 fois, et qu'il a eu 2 ou 3 personnes en plus à s'occuper et avec le même traitement que vous. Alors je dis pas, je ne crache pas sur les autres praticiens. Vous pouvez être plusieurs, mais en tout cas, enfin vous pouvez être plusieurs, vous pouvez avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Moi, ça m'arrive d'avoir 2 patients, 3 patients en même temps, mais parce qu'ils sont au même stade d'évolution et que les faire travailler ensemble aussi, il y a une émulation de groupe. Mais en tout cas, dans ce que vous devez retrouver, c'est de la prise en charge qui va vous soulager et surtout quelque chose qui sera adéquat avec ce que vous venez chercher. Et il n'y a pas de souci à dire à votre kiné, j'étais venu chercher un traitement, est-ce que vous pensez que ça peut être possible, même si vous ne savez pas ce que vous devez avoir comme traitement à part entière, mais est-ce que ça c'est possible de me soulager les douleurs, etc., de faire une correction au niveau de mes déséquilibres musculaires. Si le kiné n'entend pas, vous payez votre séance, vous reprenez votre ordonnance et vous allez voir un autre praticien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, j'espère que j'ai pas trop tué de kiné avec ça. Non. Avec ça. Euh, pour vous dire un petit peu moi comment je travaille. Alors moi je travaille loin puisque je suis en Martinique. J'ai bossé 15 ans au Pays Basque et quand je suis arrivé en Martinique, parce que c'est un changement de vie personnel dont je ne m'étendrai pas, pour aller chercher un peu plus de soleil, même si au Pays Basque il fait toujours beau. Euh, j'ai mis en place pour éviter d'avoir tout ce que j'avais appris, toutes mes connaissances. J'ai mis en place des suivis que j'appelle des suivis hybrides. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont ici, soit en vacances, soit qui viennent ici des locaux, ou soit qui viennent ici 6 mois dans l'année. Il y a beaucoup de personnes qui font ça ici, c'est-à-dire qu'on se voit sur un premier bilan au cabinet, et ensuite on fait une prise en charge plutôt à distance avec l'aide d'une application, ou alors quelque chose de full distanciel. Full distanciel, ça veut dire on fait un bilan en visio, comme on est là aujourd'hui. On a la capacité de pouvoir faire des bilans aujourd'hui en visio. Et ça peut être très intéressant pour les gens qui sont à distance et qui cherchent des praticiens qui sont spécialisés là-dedans. Parce que des praticiens qui sont spécialisés golf, il n'y en a pas non plus des centaines. Des fois, dans vos régions, vous n'avez pas forcément des kinés spécialisés golf. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, les dernières études montrent que si on n'a pas de prise en charge de rééducation adaptée, eh ben dans 60% des cas, il y a des risques de récidive. Donc en fait, que vous ayez maintenant ou que vous vouliez prévenir vos douleurs au niveau du dos, il est important d'aller faire au moins un petit bilan
pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont les points forts et les points faibles, et pouvoir aller dans ce sens-là, soit pour rééduquer parce que j'ai des douleurs, soit pour prévenir parce que j'en ai pas encore eu et j'ai pas envie d'en avoir et j'ai envie de jouer au golf le plus longtemps possible. Ça, c'est hyper intéressant. Avant de passer à ça, du coup, je vais répondre à la question des exercices. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a trois exercices, en tout cas trois gros groupes d'exercices à faire. Donc, j'ai parlé du gainage. Donc, les gainages, c'est soit le gainage sur les coudes, soit le gainage latéral. Les premiers exercices que vous pouvez faire, c'est des petites durées, 10, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, d'accord. Et ensuite, d'y amener du dynamique, d'accord. Donc, du dynamique, c'est, comme je disais tout à l'heure, on est sur les coudes, et puis on va aller tendre un bras, lever une jambe, etc. Je vais peut-être montrer. Donc là, par exemple, c'est le gainage statique. Et puis après, je peux aller faire travailler en dynamique sur le côté ou de face. La paire qui se fait mal. Sur le côté ou de face, ça peut être très intéressant à aller travailler sur le dynamique. Ensuite, on a parlé du renforcement. Alors là, le renforcement, il y a pléthore de choses à faire. Pour le dos, ce que je conseille sur les exercices, c'est les exercices de squat. Donc là, les exercices de squat, c'est... Voilà. Je viens tout simplement faire des squats. D'accord ? Et les exercices de fente. Donc les fentes, c'est soit fente avant, okay, soit fente arrière. Ça, c'est très intéressant pour les membres inférieurs et c'est vraiment les exercices de base pour pouvoir renforcer les membres inférieurs et prévenir les douleurs au niveau lombaire. Ensuite, on a des exercices qui sont plus liés au dos. Donc là, les exercices, c'est si je veux prendre du poids, par exemple, deadlift, donc je viens ici, je me penche, je les mains sous les genoux et je me redresse. D'accord ? Ou alors, plus proche de la poitrine, j'incline et je me redresse. Okay. Ou alors, si vous ne prenez pas de poids, tout simplement avec votre club de golf, je viens, je redresse. Et pareil, jambes tendues, j'amène, je redresse. Ça, c'est des exercices très simples à faire, très simples à mettre en place. Et là, vous adaptez votre nombre de séries, votre nombre de répétitions en fonction de votre capacité et aussi la charge que vous pouvez y mettre. Là, j'ai pas grand-chose, j'ai 500 grammes dans chaque main, ou alors j'ai un club de golf parce que 500 grammes, c'est un peu trop lourd. Mais rien que ces exercices de base, n'essayez pas d'avoir des exercices rocambolesques, ça sert à rien du tout. Il faut faire des exercices spécifiques, du squat, des fentes, et après vous y mettez un peu de fun parce que faut que ça soit un peu sexy pour que vous puissiez le faire un peu tous les jours ou 2 ou 3 fois par semaine. Vous y mettez un peu de fun. Vous prenez un ballon, vous prenez votre club de golf, vous prenez un élastique, etc. Et vous pouvez adapter un petit peu à tout ça. La dernière chose, c'est de travailler le renforcement musculaire du coup en posture de golf. Donc là, pareil avec un élastique que vous accrochez à un poteau, et là, vous simulez les swings de golf à droite comme à gauche. C'est là où ça va être intéressant, c'est d'équilibrer le nombre de séries et le nombre de répétitions de chaque côté, d'accord ? Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en fait, plus vous allez rentrer dans cette posture de golf, plus vous allez moduler un petit peu votre posture. C'est-à-dire, au début, je peux commencer avec une posture de golf. Imaginez que j'ai un élastique dans les mains qui soit accroché à un poteau. Donc je viens faire des swings de golf. Je peux aussi très bien pencher complètement le dos et faire des swings de golf. Ou à l'inverse, très vertical, aller chercher des swings de golf. De là, on peut moduler ce qu'on a eu tout à l'heure. Je viens faire la même chose en statique en squat, ou la même chose en statique, en fente.
d'accord? Si vous me voyez bien. On voit Tac. bien. La même chose en statique en fente. Et là, je vous assure que j'ai fait quoi? Peut-être une trentaine de mouvements là. Bon, il fait 27 degrés, mais ça chauffe, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça chauffe. Ça chauffe, c'est efficace. Vous adaptez le nombre de répétitions, le nombre de séries, la charge, la tension de l'élastique, ou etc. Et là, vous avez peut-être un petit programme déjà presque tout fait pour renforcer tout ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de mauvais exercice, d'accord? Il faut faire un exercice, que vous aimez, qui soit assez fun, qui soit assez sexy, et surtout que vous êtes capable de reproduire, d'accord? Si vous allez chercher machin, qu'il faut un ballon, un truc, et ben là, finalement, vous le faites jamais. Faites-le sans poids, faites-le en poids de corps, sans forcément de charge pour un moment. Puis quand vous verrez que vous allez prendre goût à ça, bon, vous allez chercher quelques élastiques dans votre magasin de sport préféré, ou un ballon, des haltères, etc. Et puis là, vous commencerez à prendre du plaisir là-dessus. Mais faites simple, faites fun, d'accord? Et surtout, aménagez-vous des petites plages horaires dans votre programme qui soient adaptées à ça. Et ça vous donnera la motivation de le faire. Et comme je dis, il vaut mieux faire 10 minutes par jour ou 10 minutes 2 ou 3 fois par semaine que rien faire du tout. D'accord? Donc ça va être intéressant à faire ça. J'espère que j'ai répondu à cette question aussi. Super. Donc, bah ça c'est le bouquet final, on va dire. Avec Teach Golf du coup et avec Paul, que je remercie encore pour l'invitation. Là aussi, vous avez les coordonnées qui sont mes coordonnées professionnelles et mon mail sur la gauche, mais aussi, vous le voyez, le visuel de ma page Instagram, encore une fois, pour vous rappeler que je donne des conseils un petit peu tous les jours, sauf le dimanche, sur tout ça. Donc là, vous pouvez déjà aller voir quelques vidéos, vous pouvez déjà aller voir quelques conseils, vous verrez, il y a des petites vidéos humoristiques qui sont très sympas aussi, mais en tout cas sur le contenu pédagogique, ça sera très intéressant. J'ai également un site web que vous pouvez consulter là-dessus. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai quelques petits cadeaux pour vous et pour remercier aussi les auditeurs de Teach du coup. J'ai mis en place du coup alors, le premier petit cadeau, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est le lien de la vidéo de l'échauffement. D'accord? Donc là, Ça, vous allez pouvoir avoir votre échauffement quasiment dans votre poche avec votre smartphone pour pouvoir revoir et reproduire l'échauffement qu'on a vu tout à l'heure. Le deuxième, c'est en fait, j'ai mis en place des petits créneaux d'appels téléphoniques gratuits pour les personnes qui ont des problématiques. Donc Paul va vous mettre le lien, ça s'appelle un lien Calendly. Donc vous allez avoir un petit calendrier avec différentes disponibilités. Et en fait, dans cet appel-là, on va aller explorer un petit peu votre problématique et savoir si surtout moi je peux vous aider, parce que tout à fait franchement et entre nous, il y a des fois je ne peux pas vous aider. Mais si vous ne trouvez pas d'interlocuteur qui soit à l'écoute ou connaisseur du swing de golf, eh ben, on va pouvoir en discuter et puis pouvoir peut-être vous donner quelques solutions à votre problématique. Donc ça, c'est le deuxième petit cadeau que j'avais à vous donner. Et ensuite, je vais passer à Paul pour qu'il vous envoie ça par mail. Peut-être ça fera l'occasion d'un ouais. mail. J'ai mis en place un e-book sur la mobilité. Donc souvent, on ne sait pas trop quoi faire non plus en mobilité. Donc c'est un e-book qui pourra être consultable pareil via votre téléphone ou comme ça. Donc quand vous allez faire votre mobilité à la maison ou au golf, bah, vous allez pouvoir avoir votre petit fascicule là pour faire vos exercices de mobilité. Donc voilà, 3 petits cadeaux, la vidéo de l'échauffement, le petit appel gratuit là de 20-30 minutes pour pouvoir répondre à votre problématique et ensuite, si besoin, aller chercher un petit peu plus en profondeur avec un bilan peut-être un peu plus poussé et surtout moi savoir si je peux vous aider ou pas, parce que ça arrive que je ne puisse pas vous aider. Et puis le troisième, voilà, cette petite e-book mobilité là qui sera disponible via certainement un mail que Paul passera peut-être avec le lien de la vidéo ou comme ça pour pouvoir avoir
avoir tout ça. Voilà. Super. Ben, je vous remercie pour votre attention. Bon Masters à ceux qui vont regarder cette semaine le Masters. En tout cas, j'étais très heureux de faire Euh, cette présentation et j'espère que ça a été clair et j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ça. C'était super. Si tu veux, j'ai encore deux petites questions Oui, bien sûr. rapides. Oui, Il y a carrément. Agnès, peut-être, j'espère qu'Agnès est encore là. Merci d'avoir patienté pour la réponse. Je vais te l'afficher, ça concerne le grip. Tu en as parlé en plus tout à l'heure. Pour une main avec de l'arthrose plutôt gros grip ou petit, il n'y a pas aujourd'hui, on ne connaît pas de relation entre la pathologie articulaire qu'est l'arthrose. C'est même pas une pathologie, c'est plutôt le vieillissement articulaire qu'est l'arthrose. Et la taille du grip, c'est plutôt vraiment en fonction de la physiologie, la physionomie de ta main. En fait, il faut vraiment aller chez ton fitter hein, ou dans un magasin de golf, et eux vont être en capacité de te dire quelle force tu as dans ta main, quelle taille tu as de main, et ensuite d'adapter le grip. Mais ça a pas enfin, l'arthrose n'a pas d'influence forcément avec la taille du grip. Deux personnes qui auraient des mains différentes avec la même arthrose au niveau de la main vont potentiellement avoir deux grips différents. Donc il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, c'est pas quelque chose de structuré. Si l'arthrose, il faut avoir cette taille de grip. Merci. Et puis une dernière. Super, Agnès te remercie, elle était encore présente. Merci. Donc Lucas qui nous demande, donc c'était quand tu parlais du traitement kiné forcément, est-ce qu'un chiropracteur ou ostéopathe pourrait aider? Aucun problème. Il y a pas de. Effectivement, moi j'ai prêché pour ma paroisse parce que je suis kiné, même si j'ai fait de la thérapie manuelle ostéopathique. Mais en fait, là où je vois l'intérêt kiné, et je parlerai après de chiro-ostéo, là où je vois l'intérêt kiné, c'est qu'aujourd'hui l'intérêt kiné, il serait d'aller dans le sens de la poursuite du traitement avec, comme je disais tout à l'heure, peut-être une petite programmation à faire à la maison, etc. Ça, les chiro et les ostéos ont moins cette mouvance-là parce que plus souvent, les chiro et les ostéos sont sur des séances qu'on appelle one-shot, c'est-à-dire qu'ils te voient une fois, ils peuvent te voir deux ou trois fois dans l'année, mais c'est pas quelqu'un chez qui on revient régulièrement deux ou trois fois par semaine comme on pourrait l'avoir chez le kiné. Donc le chiro et l'ostéo, sur des douleurs très aiguës, très vives, souvent ils sont pas forcément en capacité de te soulager non plus parce que c'est souvent avec de la manipulation assez importante, même si des fois on peut travailler autre chose, le viscéral, voilà d'autres paramètres qui peuvent te soulager même en période aiguë. Mais derrière, par contre, ils vont pouvoir faire eux là sans problème un bilan orienté peut-être un peu plus postural, restructurer et rééquilibrer les tensions et au niveau articulaire de remodeler tout ça. Mais c'est plus, je pense, plus dans le côté un peu programmation, euh, prise en charge plus longue et accompagnement plus long pour que tu reviennes vers le golf. Je pense que ostéo et chiro seraient peut-être moins adaptés à consulter là-dessus. Par contre, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai mes patients et mes clients en kiné, et de temps en temps, je leur dis, bah là, effectivement, ça nécessite d'aller faire une séance d'ostéo ou de chiro parce que là, il y a des choses que moi, je ne vois pas et où je m'en sors pas de telle ou telle situation. Peut-être aller faire une séance là-bas. Ça, c'est, on est deux. Alors, je parle d'eux, mais trois métiers complètement imbriqués. Hein. Je pense qu'il faut, c'est comme les pâtissiers et les boulangers. Ça, c'est deux métiers différents à la base, mais on peut pas travailler les uns sans les autres, quoi. Médecin, chiro, ostéo. Même si moi, j'ai des patients qui me disent des fois, bah, est-ce que je peux aller voir un acupuncteur? Est-ce que je peux, ça vous fait du bien? Oui, bah, allez-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de, allez pas voir des charlatans qui vous passent les mains au-dessus de trucs pour 150 euros la séance, c'est tout. Essayez de faire quelque chose d'assez cartésien, même si j'ai pas d'avis sur la question et si ça soulage les gens, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, allez faire quelque chose qui soit efficace. Dès que ça vous paraît efficace et que ça vous fait du bien, il n'y a aucun problème. Au contraire. Au contraire. Bon, je pense que ce qu'on pourra retenir quand même, c'est que le kiné, l'ostéo et le chiro, c'est comme le boulanger et le pâtissier. Ce sera la phrase du jour. Ouais, Si vous avez celle-là, une seule chose elle à est pas retenir, c'est mal. celle-là de cette masterclass. Ouais, sur la touche humoristique, elle est pas mal. Exactement. Exactement. C'est bien représentatif de ce que tu proposes sur les réseaux. Il y a un peu de tout. Ouais, c'est un peu de tout, exactement.
Exactement. Super, bah écoute, merci beaucoup. Il y a encore une vingtaine de personnes qui sont avec nous. Donc j'espère que vous avez apprécié. Bon, c'était ultra riche. En tout cas, comme a dit Seb au début, je pense que c'était assez révélateur. Ça nous a donné plein de clés qui vont nous permettre déjà de moins se faire mal, de prévenir. Et puis ça donne envie de tester. On a envie d'aller au practice. C'est bête à dire, Ouais, mais de tester, de s'échauffer, c'est ça. de ressentir les sensations, parce que je pense qu'une fois qu'on a goûté aux sensations en mode ah oui, ça me tire pas, au bout de deux trois trous, je suis chaud, on est forcément mieux dans son jeu et aussi on doit mieux jouer. En tout cas, c'est Exactement. certain. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour appuyer ce que tu disais sur les joueurs pro, là cet été, j'avais la chance d'être au Natio pour les Jeux, enfin l'été dernier du coup. Ouais, Et effectivement, on voyait les joueurs quasiment 3 heures avant leur partie, dans la fameuse salle que tu disais là, qui est surélevée en exactement. bois, là, et ils étaient en train de faire une séance de muscu, tout simplement, avant Ouais, d'aller jouer 18 trous, avant d'aller bien sûr au putting green, au practice, et d'aller c'est ça. jouer 18 trous. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'être au cœur parce qu'avec la Fédé, on était vraiment à l'intérieur, à l'intérieur. J'ai eu pas à l'intérieur des vestiaires, mais à l'intérieur du Natio. On a eu la chance de le faire en novembre 2018 pour la Ryder Cup. Et Ah c'était ouais? impressionnant. Effectivement, c'était ça. C'était 3 heures. C'était 1 heure et demie de préparation, échauffement, enfin, réveil musculaire, échauffement, muscu, plus 1 heure et demie de practice derrière, putting, chipping, Ouais. practice sur herbe. Et c'est vraiment, alors, évidemment qu'on n'a pas tous le temps de faire 3 heures avant sa partie et de 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures des fois pour les parties les plus lentes. Mais évidemment qu'on n'a pas le temps de faire tout ça parce qu'il y a notre quotidien aussi qui nous rattrape et voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, rien que de mettre 10 minutes d'échauffement avant 20-30 minutes de practice avant sa partie, comme tu disais, ça change la donne, ça change la donne au niveau physique, ça prévient les blessures et vous êtes mieux dans votre partie. Et très franchement, de pouvoir se sentir efficace dès le trou numéro 1 ou dès le drive ou le coup de bois du trou numéro 1, c'est vraiment un plaisir. Et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, et je crois que ça sera peut-être la conclusion de cette masterclass, c'est que si on veut que le golf soit un sport, il faut le penser comme un sport aussi. Il faut qu'on se prépare. Il n'y a aucun autre sport où on voit des mecs lancer le ballon de volée pour faire un service au début du match sans s'être échauffé à l'avance. On n'a jamais vu un Mbappé arriver sur le terrain au Stade de France en survêt, enlever le survêt et courir pour aller faire 90 minutes. Jamais, jamais ça s'est vu. Moi qui viens de la planète hockey sur glace, dans le sud-ouest, on a le rugby. Vous regardez, on a toujours des échauffements, on a toujours de la mobilité avant. Je crois qu'il faut qu'on prenne la mesure de tout ça et que le golf, on l'a vu, est contraignant, donc il faut l'apparenter comme un sport. Et si on veut le y jouer le plus longtemps possible, il faut que ce soit pris en compte comme ça. Super. Écoute, merci, très belle conclusion. Il y a Lucas qui demandait s'il pouvait te contacter sur Instagram pour des questions Avec plaisir. Ah personnelles, oui, d'aspect ah oui, professionnel, mais comme ça, aucun bah problème. voilà, Ouais. donc ton C'est Insta fait est pour ça. dispo, c'est fait pour Ouais. ça. Parfait, écoute, merci beaucoup. Merci tout le monde, Merci je à vous souhaite toi. une bonne soirée parce que bah, chez nous il est 21h30, mine de rien. Ouais, ça Vous, a il doit duré. être Hein. un peu plus tôt. Ouais, c'est ça. Bon, Il est 15h20. Je vais aller chercher ma fille bientôt à l'école. super. Bon, merci beaucoup pour ton temps, merci tout le Merci à monde. vous. Comme on dit Et chez puis au Teach Golf, plaisir. on vous souhaite plein de birdies Exactement. et puis à bientôt. Salut! À bientôt. Merci.